Bonjour Hubert. Écoute, Hubert, laboratoire Phytocamia, notre invité de ce midi, lundi 4 mai 2020. Bonjour Hubert, ça va bien? Bonjour Max. Oui, ça va très bien. Excuse-moi. Oui, ça va très, très bien. Good, excellent. Fait qu'écoute, laboratoire Phytocamia, je pense que t'es pas, t'es en mesure de confinement, j'imagine. Je pense que t'es pas au laboratoire, hein? Oui, le laboratoire opère toujours. On est en mesure d'opérer avec un nombre réduit de personnel sans aucun problème et sans aucune diminution de la productivité. Mais pour tout ce qui est le personnel administratif, puis les gens qui sont capables de travailler de la maison, ben, comme tout le monde, on travaille de la maison. Ah, ben, c'est super. Ben écoute, lançons-nous. Peux-tu me parler un peu de ton background puis de Phytocamia? Excuse-moi, Phytocamia, c'est quoi puis ça sort d'où? Oui, absolument. Nous, on a été fondé en 2013 par moi ainsi que deux autres de mes comparses rencontrés à l'UQAC durant mes études. On est des chimistes. Moi, j'ai un baccalauréat en chimie des processus naturels ainsi qu'une technique de laboratoire que j'ai faite au Saguenay. J'ai aussi une maîtrise là, en ressources renouvelables là, que je n'ai jamais terminée, mais on a mes autres acolytes sont au niveau maîtrise et doctorat. On a démarré ça en 2013 parce qu'on voulait travailler avec les plantes, avec les processus naturels et en chimie. Très rapidement, en 2014, en fait, on a fait nos demandes pour pouvoir travailler avec le cannabis. Au début, c'était pour travailler avec les producteurs de chanvre. Éventuellement, ben, ça a évolué à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire avec la légalisation du cannabis, on a migré tranquillement pas vite aussi vers le cannabis. Donc, on est un laboratoire qui se spécialise dans la chimie des plantes. Puis, bon, vous êtes situé à Saguenay. Écoute, vous êtes combien dans l'équipe? Présentement, on est 19 dans l'équipe, là, donc plus ou moins un. Là. Des fois, il y a des embauches qui se font. Je n'ai pas nécessairement fait le contrôle dernièrement, mais on est autour d'une vingtaine de personnes. La plupart des employés, en fait, là, sont soit des biologistes, des chimistes, des techniciens, du personnel technique, ce genre de choses. OK. Puis, je comprends donc que vous avez un volet cannabis, mais vous avez un autre volet aussi. Phytocamia, de manière générale, ça fait quoi? Ça fait de l'analyse? C'est un laboratoire à la base, mais ça fait quoi? Ben, Phytocamia, à la base, comme je disais, c'est un laboratoire d'analyse de produits naturels. Donc, tout ce qui est la chimie des plantes, tout ce qui est donc la phytochimie, d'où le nom Phytocamia. On fait beaucoup du contrôle qualité dans les volatiles, là, tout ce qui est saveur, flavor and fragrance, qu'on appelle en anglais. On a le volet cannabis aussi. On a aussi un volet un peu là, sur mesure là, pour des projets un peu plus de recherche, des projets un petit peu plus complexes pour des métabolites qui sont nécessairement moins connus. On a aussi un petit volet microbiologie, surtout pour par exemple, l'analyse de la contamination microbiologique. Puis on est aussi en train de développer un volet équipement là, de production d'extraits à petite échelle. Là. OK, super. Puis écoute, si on rentre dans ce qui nous intéresse pour les fins de la discussion, si on rentre dans les services cannabis, donc vous Mm-hmm. êtes un laboratoire accrédité auprès de Santé Canada. Vous êtes accrédité depuis quand auprès de Santé Canada? En fait, on doit dire licencié. Ici, il y a une Oui. petite question de sémantique parce que l'accréditation, c'est pas exactement la même chose que le licenciement. En fait, dans notre cas, on a notre licence depuis 2014. À l'époque, c'était une licence là, du Bureau des produits contrôlés. Éventuellement, on a migré aux nouvelles licences là, sous la loi du cannabis. Là. OK. Puis au niveau des services qui sont dédiés vraiment au niveau cannabis, votre licence vous permet de faire quoi? Dans le fond, la licence analytique nous permet de faire toute transformation dans un but d'analyse au niveau du cannabis. On n'a pas vraiment de limitation à ce niveau-là, donc on peut faire des extraits sur mesure, ensuite en faire l'analyse, on peut faire des essais aussi en laboratoire. La plus grande restriction, en fait, c'est qu'on doit être construit comme une boîte noire. C'est-à-dire que tous les échantillons qui rentrent chez nous ne peuvent pas ressortir sous aucune forme que ce soit. Pour la plupart des intervenants de l'industrie, on dirait que la plupart des services se résument à deux catégories, parfois trois en fait. On va retrouver ce qu'on appelle les releases, les locked release dans le fond. Donc, tout ce qui est détermination des pesticides, des mycotoxines, des métaux lourds, de la contamination microbiologique ainsi que le dosage des cannabinoïdes. Chez certains producteurs ou breeders, on va aussi parler là, des terpènes qui sont quand même intéressants à analyser. Donc, nous, on a quand même une bonne spécialisation dans les terpènes par notre expertise transversale dans le domaine des flavor and fragrance.
Et le dernier point aussi, là, c'est plus au niveau de la production d'extraits sur mesure. Donc, des fois, on va se faire demander, moi, j'ai une idée de type d'extrait, est-ce que vous êtes en mesure de tester telle chose, de nous le faire? On va le faire, on va faire les analyses nécessaires, on va envoyer les résultats. Des fois, ça peut être utile là, pour explorer là, à faible coût avant de s'enligner pour des projets un peu plus imposants. OK. Puis, tu nous expliquais que vous faites la chimie des plantes en général. Est-ce que c'est vraiment départementalisé dans le sens où vous avez une équipe dédiée au cannabis, puis vous avez une équipe dédiée pour le reste de la chimie des plantes, ou tout le monde qui a une spécialité dans les plantes puis qui travaille chez vous peut nécessairement rentrer du côté cannabis puis faire les analyses? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre ces tests-là? Il n'y a pas de distinction. Il y a quand même une certaine départementalisation parce qu'on a quand même des gens qui sont plus spécialistes en cannabis, on a des gens qui sont plus spécialistes dans d'autres plantes, mais on n'est quand même pas une grosse équipe, puis on utilise quand même, on a excessivement beaucoup d'échanges entre chacun des spécialisations. Donc, il n'y a pas vraiment de compartimentalisation, là. Outre peut-être là, les points de contact pour s'assurer qu'on est en mesure d'offrir les bonnes informations aux bonnes personnes. Mais à l'intérieur de l'entreprise, là, les informations sont très, très fluides. OK. Puis, écoute, on parle vraiment de... Bon, tu sembles dire que le gros de la business, c'est relatif à l'analyse vraiment des cannabinoïdes, puis le batch release. Tu disais que vous avez une certaine expertise aussi dans les terpènes. Est-ce que vous êtes dans la recherche de terpènes puis l'analyse de molécules pour en découvrir, ou vous vous concentrez vraiment sur rendre le service pour les clients, ou vous avez un volet recherche et analyse aussi? C'est sûr qu'on a un volet développement, recherche et analyse. C'est sûr que ce n'est pas notre premier créneau. Dans le fond, c'est un peu, on appelle ça des projets de vendredi après-midi. Dans le fond, souvent, on essaie de trouver des pistes de recherche éventuelles pour soit aider nos clients à avoir des focus pour des projets ou pour nous-mêmes, pour nous aider. C'est comme l'exemple le plus concret qu'on a, quand on va parler d'analyse des terpènes des cannabinoïdes, présentement, je n'ai pas regardé la base de données dernièrement, mais je pense qu'on a à peu près 500 composés terpéniques et dérivés d'identifiés dans les volatiles, dans les différents types de fleurs qu'on a reçus au courant des dernières années. On a peut-être une cinquantaine là, de composés, peut-être une centaine même de composés qu'on ne connaît pas la structure, mais qu'on est capable d'identifier et de suivre et de quantifier de façon approximative dans les fleurs. Et de cette centaine-là, il y en a peut-être une 25 ou 30 qui sont exclusifs au cannabis. C'est-à-dire que nous, chez Phytocamion, on a plus de 300 et 400 espèces de plantes analysées pour les volatiles. On a des milliers de composés inconnus qu'on suit comme ça, mais il y en a peut-être une trentaine environ là, qui sont très, très typiques du cannabis. Et je crois 2 ou 3 qu'on l'on trouve dans toutes les souches de cannabis qu'on analyse, mais dont on ne connaît pas la structure et qui ne sont pas rapportés dans la littérature outre mesure. OK. Puis, justement, parlant de littérature, est-ce que vous, en faisant vos recherches, vos analyses, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous publiez des fois dans la littérature, ou vraiment vous concentrez ça vraiment plus information de laboratoire, puis c'est un peu une banque que vous créez à l'interne? Nous, dès qu'on peut publier, on publie. C'est sûr que la publication scientifique est quand même une publication qui, je dirais, lourde, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de démonstrations à faire pour être en mesure de faire un article qui est d'une certaine qualité. Donc, dans le domaine du cannabis, présentement, je ne mentirais pas qu'on n'a rien de publié. On a des choses qui sont dans le collimateur, mais présentement, rien en publication. On a des articles en publication sur d'autres plantes avec d'autres composés qu'on a soit identifiés ou bien d'autres particularités qu'on a été en mesure de démontrer. Mais c'est sûr que c'est dans les intérêts, nous, en tant qu'entreprise et aussi en tant que communauté, d'avoir ces informations-là de publier. OK. Bien, je pense qu'une chose aussi, c'est que la littérature dans le cannabis, en tout cas à ma connaissance à moi, elle est quand même relativement limitée. Fait que c'est sûr que si vous vous mettez à publier sur le sujet, ben, de un, il faut que vous répondiez au plus haut standard de qualité scientifique, ça c'est nécessaire. Puis de deux, ben, vous n'avez pas grand-chose sur lesquels vous appuyez aussi, je pense. Hein? La littérature au niveau du cannabis est effectivement éparse, je dirais, dans le sens qu'il y a eu peu de recherches qui ont été faites depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, maintenant. Mais depuis, je dirais, les 2 à 5 dernières années, ça a vraiment explosé. Donc, de plus en plus, on a de plus de chair autour de l'os.
mais ça veut aussi dire que bon, les standards de publication aussi augmentent dans la mesure où bon, les choses en surface ont déjà été débroussaillées. Maintenant, il faut vraiment aller en profondeur. OK. Écoute, tant qu'à être sur ce sujet-là, avec les intervenants dans le milieu, on parle souvent, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous font la comparaison avec les États-Unis, puis qui nous parlent souvent des États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Est-ce que dans le cannabis, en tout cas, moi, personnellement, quand je regarde les méthodes de production, puis les bonnes pratiques de production, en fait, entre les États-Unis puis le Canada, mettons qu'on prend juste la Californie pour le fun, il y a quand même un monde de différence. J'imagine que dans le milieu scientifique, tout le monde marche sur les mêmes standards, ou est-ce que même entre le Canada et les États-Unis, ça peut être un peu disparate au niveau de l'information scientifique? Je dirais que tout le monde marche un peu sur les mêmes standards à ce niveau-là parce que l'information scientifique a l'avantage d'être sans frontières à ce niveau-là. Ceci étant, où ce que les standards diffèrent un peu, c'est les requis pour être en mesure de faire de la recherche dans chacun des pays. Donc, certains pays, c'est plus complexe, d'autres, c'est plus simple. Ironiquement, je dirais que le Canada est un des endroits où ce que présentement, ça s'en vient le plus simple. Ne serait-ce que parce que c'est présentement légal à l'échelle fédérale, tandis qu'aux États-Unis, ça se concentre beaucoup au niveau du chanvre, parce qu'il y a juste le chanvre qui est présentement disponible légal à l'échelle fédérale, puis c'est aussi beaucoup ce qui se passe en Europe. Donc, quand on va regarder les études faites en Europe, ils vont beaucoup se concentrer sur le chanvre. Les études qui vont être faites sur le cannabis vont être beaucoup des études qui sont sponsorisées par les autorités réglementaires pour, par exemple, la détection des trafics, ce genre de choses-là. Tandis que tout ce qui est plus au niveau production, tout ce qui est plus au niveau physiologie végétale va beaucoup plus se faire au niveau du chanvre. OK. Écoute, tu parles de la communauté scientifique un peu. Si on se rapporte chez nous, au Canada, puis particulièrement au Québec, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont accrédités. Au Canada, il y en a un petit peu plus, là. Il y a un réseau d'échange entre les différents laboratoires ou ça travaille plus à réseau fermé? Parce qu'on on ne se cachera pas que ça demeure quand même compétitif parce que, bon, chaque entreprise, chaque laboratoire va avoir des clients qui sont des producteurs pour faire leurs analyses. Donc, j'imagine qu'il y a un peu de compétition à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a quand même un esprit de collaboration scientifique dans le milieu? Je dirais que dans le cas des laboratoires, surtout, l'esprit, la collaboration se fait surtout par des organismes tiers. Donc, on va parler par exemple d'ASTM, qui est un organisme américain qui s'occupe entre autres de développer des protocoles, des méthodes standardisées, ce genre de choses-là, ou par des méthodes ISO. Au niveau de l'échange en tant que tel, là, un peu entre chaque laboratoire, bon, il y a certains canaux qui sont en train de se mettre en place. Là, ensuite, c'est toujours à la bonne volonté de chacun des participants d'y participer ou pas. Donc, c'est un petit peu plus dans le brouillard à ce niveau-là, mais dans tous les cas, on a toujours moyen là, de participer via les grands organismes chapeautant un peu tout ce qui se fait au niveau des laboratoires. OK. Écoute, j'ai moi-même personnellement visité vos locaux à Saguenay, là, donc sur le boulevard de Saguenay, à Chicoutimi. Puis, bon, c'est assez à la fine pointe de la technologie. Tu nous disais que tu as des activités qui sont, oui, cannabis, des activités qui sont sur la plante. Peux-tu nous parler un peu de la technologie d'analyse qui existe dans votre laboratoire? Puis, si tu pouvais te quantifier un peu au niveau de la fine pointe de la technologie, que ça ressemble à quoi chez vous, chez Phytocamion? Dans le fond, pour ce qui est des analyses chimiques, on va beaucoup parler d'analyse en HPLC pour la quantification des cannabinoïdes. Donc, nous, pour les cannabinoïdes, on utilise ce qu'on appelle un HPLC UV, donc par détection par ultraviolet. C'est une méthode qui est très éprouvée, dans le sens que c'est des instruments qui sont assez communs, qui se retrouvent dans la plupart des laboratoires d'analyse chimique. C'est des instruments aussi qui sont quand même à relativement faible coût quand on compare à d'autres technologies et qui sont d'utilisation simple. Donc, ce n'est pas nécessairement la technologie la plus avancée, mais pour le dosage des cannabinoïdes, c'est entièrement suffisant et ça nous permet d'offrir un service à la fois rapide et à coût raisonnable. Si on commence à parler du dosage, par exemple, des pesticides, ici, on parle surtout au Canada, parce qu'on a quand même une liste qui est assez exhaustive. On va parler d'instruments qui sont beaucoup plus à la fine pointe. Donc, on va travailler aussi en HPLC, en chromatographie liquide, mais au lieu d'avoir une détection en UV, on va y aller en spectrométrie de masse, donc 2 fois de la masse. Donc, une première masse pour filtrer, la deuxième masse pour identifier.
qui, eux, sont vraiment des équipements à la fine pointe de la technologie. C'est aussi des équipements qui sont beaucoup plus coûteux à l'acquisition et aussi à l'opération parce que beaucoup plus précieux, si on veut. Même chose au niveau de la chromatographie en phase gazeuse. On a aussi besoin de faire dans le cas des pesticides parce que pas tous les pesticides répondent de la même façon à chaque technique. Donc, c'est un peu une des raisons pourquoi, dans le cas des pesticides, ben là, on tombe avec des coûts qui sont beaucoup plus onéreux. Pour ce qui est du niveau des terpènes, dans ce cas-là, on va utiliser aussi la chromatographie en phase gazeuse, c'est-à-dire on va analyser les côtés volatiles. On va utiliser des techniques qui sont aussi un petit peu plus démocratisées, un petit peu plus éprouvées, donc qui nous permettent de faire des screenings un peu plus poussés, et ça aussi encore à faible coût. Au niveau microbiologique, on utilise présentement, en fait, là, la détection simple plating. Dans le fond, on fait pousser les bactéries, on fait des décomptes. Sur le marché, il existe les méthodes par qPCR. Et ici, je vais parler d'opinion très, très personnelle. On a décidé de ne pas aller dans les techniques de détection par génétique pour la simple et unique raison que les paramètres dans les pharmacopies de référence par Santé Canada sont par plating. Donc, même s'il existe des techniques qui sont peut-être plus rapides et plus efficaces, les décomptes finaux doivent continuer d'être faits par contrôle manuel, si on veut, par croissance. OK. Puis, est-ce que ce choix-là, tu dirais que c'est le choix que la grande majorité des laboratoires au Québec ou au Canada a fait, ou c'est vraiment, t'en prends un qui va avoir pris telle technique, c'est vraiment un choix personnel, ou est-ce que tu sens qu'il y a une tendance à ce niveau-là? Je dirais que la plupart des laboratoires sérieux ont utilisé ces techniques-là parce que c'est aussi des méthodes, des techniques qui sont assez versatiles. Là, donc, on peut un peu leur faire qu'est-ce qu'on veut. Le HPLC est, selon je sais que certains laboratoires sont capables de faire les cannabinoïdes par GC, ne serait-ce que parce que, historiquement, Santé Canada suggérait de le faire par GC. Ça peut causer certains problèmes là, au niveau des cannabinoïdes acides et compagnie. Donc, la plupart des laboratoires ont migré vers la chromatographie liquide. C'est aussi un peu le gold standard. Là. Par exemple, la commission E de la pharmacopée, l'équivalent de la pharmacopée allemande, dans le fond, aussi suggère l'utilisation de la chromatographie en phase liquide là, pour les cannabinoïdes. Okay. Donc, pour ce qui est de la... Oui, c'est un must. Puis ensuite, pour ce qui est des pesticides, encore une fois, ben, la spectrométrie de masse est ce qu'on appelle square mass, là, masse et aussi un peu le gold standard. Après ça, il y en a qui vont aller plus vers le QTOF, qui est un petit peu plus onéreux, un petit peu plus efficace. Par contre, une manière, il faut faire une relation de coût-bénéfice et qu'est-ce que sont les vraiment besoins. Là. Tout à fait. Puis, écoute, tu nous parlais un peu de comment ça fonctionne. Si on pouvait rentrer dans un exemple concret, je suis sûr que les gens seraient très intéressés parce que parmi les gens qui nous écoutent, on a beaucoup de futurs producteurs, principalement des micros. Puis, bon, chez les micros, le défi est toujours d'être le plus cost efficient, le plus low cost possible. Puis, dans le réseau des micros, les gens veulent être considérés craft, veulent encourager l'économie locale, ces choses-là. Il y a une pensée en arrière de ça. Puis, on se fait souvent poser la question, ça marche comment les tests? Moi, si je suis producteur, en fait, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis producteur, je dois faire analyser mes lots, ça marche comment? Je fais affaire comment avec Phytocamia? Ben, dans notre cas, c'est assez simple. Vous nous envoyez un échantillon. Si vous êtes un producteur, vous devez nous envoyer une copie de votre licence. Grosso modo, pour tout ce qu'on appellera le release, les tests de relâche pour Santé Canada, on va avoir besoin d'environ 40 grammes. Donc, nous, on reçoit l'échantillon. Ça fait un peu boîte noire, mais vous envoyez l'échantillon par la poste, il n'y a pas de problème. Idéalement, dans le même format que celui qui sera vendu. Donc, si vous vendez du frais, vous nous envoyez du frais. Si vous envoyez du séché, vous envoyez du séché. Le but étant d'être le plus loin possible dans la chaîne de production pour aller chercher exactement qu'est-ce que vous avez. Donc, vous vous occupez de vous faire un échantillon qui est représentatif de votre lot de production. Pour ça, il y a des documents de référence, entre autres dans la pharmacopée européenne, qui indiquent si votre production est de telle taille, vous devez prendre tel pourcentage, puis avec des méthodes là, pour faire ce qu'on appelle du quartering, dans le fond, pour vous assurer que votre échantillon est représentatif du lot. Donc, que vous n'envoyez pas juste comme les bottes de tête ou les bottes les bottes du bas, comme juste le bord des
des lots de culture. Donc, vous nous envoyez les analyses, nous, on fait l'analyse. Donc, il va y avoir un pourcentage qui va être pris pour le côté chimique et un pourcentage qui est quand même assez gros qui va être pris pour les analyses microbiologiques. La raison pour ça étant que nous, ce qu'on leur suggère aux producteurs, et ça, encore une fois, ça dépend de chaque producteur. Nous, on suggère d'utiliser la pharmacopée européenne comme document de référence. C'est aussi le document qu'on envoie à la plupart de nos clients. Si les clients désirent avoir d'autres documents de référence, parce que Santé Canada, en fait, n'a pas de référence claire. Ils disent d'utiliser des références tierces et de les justifier selon l'utilisation finale du produit. Mais nous, de façon générale, on va utiliser la pharmacopée européenne. La pharmacopée va demander les tests de salmonelle, entre autres, et va demander juste 25 grammes juste pour ce test-là. Donc, ça explique un peu pourquoi le volume assez élevé d'échantillons requis. Ce qui est important de considérer, c'est que le producteur, lui, de son côté, doit garder au moins un, souvent deux échantillons pour si d'un coup il y a un problème. Donc, ce qu'on appelle l'échantillon de Santé Canada et un échantillon d'archives, si on veut. Ensuite, nous, on fait les tests. Donc, on va souvent prendre une partie pour faire le test de cannabinoïdes, une partie pour faire les mycotoxines et les pesticides, une partie pour les métaux lourds, au besoin une partie pour les terpènes. On en prend aussi une partie pour faire le taux d'humidité, parce que nous, on va toujours exprimer des résultats sur la matière, sous un équivalent de matière sèche. La raison pour ça, c'est que si vous avez un lot qui a 15 d'humidité, si vous avez un lot qui a 8 d'humidité pour x, y raison, vous allez être capable de comparer vos lots à pommes égales, puis vous n'aurez pas besoin de dire, ah ben lui, il a plus de cannabinoïdes, par exemple. Oui, mais il est plus sec. Donc, si on ne prend pas en compte l'humidité, ça peut biaiser un peu les lots. Puis le reste, ensuite de ça, va être envoyé aussi en microbiologie pour faire les comptes totaux, les levures et moisissures, qui sont souvent un problème d'ailleurs dans le cannabis, les entérobactériacées, qui sont les maladies, qui sont les bactéries qui se retrouvent souvent dans les intestins, en fait, là, qui survivent à l'estomac. Donc, c'est là qu'on va trouver entre autres les coliformes et les salmonelles. Et ensuite, on fait des tests spécifiques pour les coliformes et les salmonelles aussi. OK. Puis, je t'envoie un lot pour analyse. On parle de combien de temps, grosso modo, pour faire une analyse? On parle d'un jour ouvrable là, pour un lot complet. Si c'est juste, par exemple, les cannabinoïdes, on est capable, généralement, nos délais standards sont de 5 jours. Pour tous les tests, c'est des 10 jours. Une des raisons pourquoi on est à 10 jours, c'est que les levures et les moisissures prennent 7 jours, généralement, juste par le temps de croissance des micro-organismes. OK. Puis, écoute, si tu avais un bobo sur lequel mettre le doigt là, dans le cannabis, c'est-tu vraiment les levures et les moisissures ou il y a quelque chose que tu remarques qui est vraiment souvent présent? Je dirais que c'est beaucoup les levures, les moisissures qu'on remarque beaucoup surtout en microbio. Au niveau chimique, c'est généralement pas vraiment de problématique à ce niveau-là où c'est anecdotal. Mais ce serait vraiment les levures, les moisissures. De par la forme physique du cannabis, c'est très dense, c'est très spongieux. C'est un très, très beau milieu pour certaines levures et moisissures. Et de la façon que les requis sont exigés, on ne nous demande pas et on n'est pas nécessairement en mesure non plus de faire la différence entre des bonnes moisissures, des bonnes levures, des champignons qui seraient des micromycètes qui seraient probablement symbiotiques, qui pourraient aider à la plante, et celles qui ne sont pas désirées. Donc, on va souvent voir des hauts taux, surtout dans l'extérieur. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit du cannabis extérieur qui réussit à être en dessous des limites au niveau des levures et des moisissures. Et ça fait aussi des produits qui sont très, très durs à stériliser par les méthodes standards. Même l'irradiation, souvent, ne sera pas en mesure de tout éliminer, même si ça va faire baisser quand même là, les comptes. Bien, écoute, deux questions sous-jacentes à ça. Je vais commencer avec la dernière chose que tu nous as mentionnée, l'irradiation. Si on se met à lire sur les médias sociaux, les commentaires des gens sur les pages des producteurs, sur les pages de la SQDC, l'irradiation semble être un peu l'ennemi du consommateur. Toi, d'un point de vue scientifique, quand tu analyses tout ça, l'irradiation, pour toi, est-ce que c'est un changement sur quoi que ce soit de la cocotte de cannabis ou pour toi, l'irradiation, c'est un no-brainer, que ce soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Tu vois ça comment, toi? Moi, honnêtement, je le vois beaucoup comme
presque un no-brainer là, dans un certain sens. Ce qu'il faut être conscient, c'est que le genre de radiation utilisée est dangereux pour le vivant. Dans le cas du cannabis séché, ben, déjà, on n'est pas dans le vivant. Donc, au niveau de la fleur, des composés de la fleur, c'est très négligeable. Et même si on dit, ben oui, mais ça brise la génétique des cellules, ben ta plante est déjà morte dans un état de conservation. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de problématique. Il y a certaines études qui avaient été sorties. Ben, en fait, il y a une étude que j'ai en tête là, qui est souvent citée, qui est une étude qui avait été faite par Bedrocan de mémoire, au niveau d'une petite diminution de certains terpènes, surtout des terpènes très légers au niveau des fleurs. Ça fait quand même du sens. Il y a quand même une étape de chauffage. Là. Les radiations impèrent de l'énergie à la plante, donc il y a un peu de volatilisation qui se fait. Par contre, au niveau du consommateur final, est-ce que cet impact se fait sentir au niveau du goût, de l'odeur de la fleur? J'aurais quand même beaucoup de doutes. Là. Bon, on n'est pas tous des nez professionnels qui sont capables de voir des micro-différences entre deux parfums. J'ai beaucoup de doutes que le consommateur final est vraiment en mesure de détecter une différence notable là, suite à l'irradiation. Ceci étant, tout ça est une opinion très personnelle, mais c'est la direction dans laquelle j'irai. OK. Puis, est-ce qu'au niveau déclaration, est-ce qu'au niveau obligation vis-à-vis de Santé Canada, l'irradiation, il n'y a rien qui, à ma connaissance, il n'y a rien qui oblige ça. Donc, il n'y a pas de disclosure public non plus qui est faite sur l'irradiation, non? Non, pas à ma connaissance, effectivement. OK. Puis, écoute, ça m'amène sur l'autre sujet que tu as traité, la culture extérieure. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. La plupart des microproducteurs ailleurs au Canada qui ont reçu leur permis sont des producteurs d'extérieur. On voit passer un peu des histoires d'horreur sur justement les taux de contamination. Tu semblais dire qu'effectivement, c'est extrêmement difficile de passer les tests là, quand on fait la culture à l'extérieur. Oui, c'est quelque chose aussi que je dirais plus que depuis la présence des producteurs, quand on parle à d'anciens producteurs, en fait, et aussi dans des producteurs dans d'autres pays, souvent, c'est beaucoup la conclusion qu'on a, c'est que présentement, les normes qui sont suggérées ne sont peut-être pas appropriées pour le cannabis, surtout le cannabis en milieu extérieur. Donc, pour faire un peu un état, il n'y a pas de monographie dans aucune pharmacopée sur qui est spécifique au cannabis. La commission E allemande commence à en travailler une, mais surtout au niveau des extraits. Ce qui signifie qu'on doit se rabattre sur le plus proche, c'est-à-dire les monographies générales. Donc, dans le cas de la pharmacopée européenne, ça va être articles d'origine botanique, un peu comme la USP. Et souvent, ces monographies-là sont faites pour des plantes de type général, c'est-à-dire des feuilles séchées, des bouts de racines, qui sont des matériaux qui sont souvent assez lisses, qui sont souvent assez plats ou qui ont souvent une surface de contact limitée. Quand on tombe dans quelque chose comme le cannabis, c'est un peu mal approprié parce que la surface de contact par poids est beaucoup plus élevée, ce qui nous amène les problématiques de moisissure. L'autre point que j'ai aussi amené, c'est qu'on ne fait pas non plus la différence entre qu'est-ce qui est bon pour la plante, donc, et qu'est-ce qui est nécessairement mauvais à ce niveau-là. Ce qu'il peut y avoir, et il y a des moisissures qui sont quand même bénéfiques pour la plante et qui vont avoir tendance à coloniser un peu de façon symbiotique le cannabis, mais on n'est pas en mesure de faire la différence à ce niveau-là. OK. Puis écoute, sur la note de la fin, puisqu'on arrive à la fin, en tant que scientifique, si tu as à t'adresser à la communauté du cannabis, si tu avais une recommandation pour que les activités aillent mieux, pour que l'industrie aille mieux, je te laisse le mot de la fin, écoute, sur le sujet qui te parle, mais si tu avais une recommandation ou un message à passer à l'industrie du cannabis, ça serait quoi en tant que scientifique? En tant que scientifique, puis en même temps un peu en tant que personnel, moi, je suis un gars qui aime beaucoup les données. Donc, moi, ce que je dis, c'est accumuler des données. Je dis souvent, there's no such thing as too much data. Trop de données, ça n'existe pas parce que surtout avec les outils qu'on a présentement. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à enregistrer des variations de température, des variations d'ensoleillement, des variations durant la croissance. Si vous êtes en mesure de faire des tests durant la croissance, n'hésitez pas à tester le plus possible. Je ne dis pas chez nous, faites des tests aussi chez vous. Parce que ces données-là, sur le long terme, vont vous être payantes, vont pouvoir vous permettre de trouver peut-être des nouvelles tendances puis des nouveaux champs de spécialisation pour pouvoir diversifier votre produit.
Ah, cool. Écoute, j'adore le commentaire. C'est pour ça que je demandais l'avis d'un scientifique, son message qu'il voulait passer. Puis je trouve que c'est vraiment à propos. Hey, merci beaucoup, Hubert. J'invite les gens à aller visiter votre site web, là, donc Laboratoire Phytocamia sur Google. Ça sort en premier. Vous êtes, je dirais, les leaders au Québec en matière d'analyse et surtout d'être le laboratoire, tant qu'à moi, au Québec sur les analyses externes. Donc, merci beaucoup, Hubert. Puis on vous souhaite le meilleur avec la crise qui va finir par sortir. Partir, en fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Merci.